Personne ne comprend la mécanique quantique. C'est une affirmation de Richard Feynman, qui est un pionnier de la théorie quantique des champs, un génie de la physique et qui a reçu un prix Nobel pour ses travaux. Qui donc oserait le contredire? Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais essayer de vous expliquer la mécanique quantique, ce que dit vraiment cette théorie, vous la raconter d'une façon un petit peu différente, parce que je trouve ça extrêmement dommage qu'aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, un élève de secondaire qui arrive au baccalauréat a pratiquement fait l'impasse sur l'intégralité de la physique du XXe siècle. Il n'a pas entendu parler ni de mécanique quantique, ni de relativité. Or, ces deux théories sont beaucoup moins contre-intuitives qu'on le raconte souvent. Donc, je voudrais vous proposer une nouvelle présentation qui, je l'espère, sera plus compréhensible et moins mystérieuse. Pour illustrer un petit peu les difficultés à enseigner la théorie quantique, je voudrais utiliser comme exemple une chaîne YouTube qui s'appelle La Science Étonnante. Alors, cette chaîne YouTube est en fait excellente. Elle décrit de façon extrêmement pédagogique, claire et tout à fait exacte la mécanique quantique et d'autres phénomènes. Vous trouverez les liens sur plusieurs vidéos en description de cette vidéo. Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses qu'ils disent. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. D'autre part, pour expliquer un petit peu, je vais m'appuyer sur un livre que j'ai publié récemment qui parle d'une théorie qui s'appelle la théorie des mesures incomplètes, qui est ma tentative d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale avec des méthodes d'informaticiens. Alors, commençons par parler de cette théorie en 2 minutes. La théorie des mesures incomplètes se focalise sur les mesures. Elle dit que ce dont parle la physique, c'est des mesures qu'on peut réaliser avec nos yeux, avec nos oreilles, avec un chronomètre, avec un double décimètre, avec un voltmètre, etc. Donc on a des instruments de mesure qui peuvent être biologiques, physiques, etc., qui nous donnent des résultats de mesure, et la physique ne parle que de ces résultats de mesure. Elle ne parle pas de nombre abstrait. On ne parle pas en physique de 2, mais de 2 mètres, de 2 kilomètres, de 2 secondes, etc. L'autre point important, c'est que le but de la physique est de mettre d'accord les physiciens entre eux. C'est de trouver des règles et des lois et des comportements que tous les physiciens peuvent observer et sur lesquels ils peuvent tous être d'accord. Alors ça, c'est très important parce que c'est derrière le principe de relativité cher à Einstein. Dans la relativité restreinte, Einstein a dit en gros, je veux pouvoir mettre d'accord des physiciens qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Il a étendu ça avec la relativité générale en disant, je veux pouvoir mettre d'accord des physiciens qui sont en état de mouvement arbitraire l'un par rapport à l'autre, y compris quand il y a de l'accélération. Donc il en déduit la gravitation, etc. Mais c'est un principe, ce n'est pas une observation de la nature. Le fait qu'on ait envie de mettre d'accord des physiciens qui sont dans des états de mouvement différents n'est pas une loi de la nature, c'est plutôt un choix que nous faisons d'essayer d'écrire les lois de la physique pour qu'elles soient assez générales pour pouvoir couvrir ce genre de scénario. Et donc, en parlant des mesures, j'ai eu besoin d'étendre ce principe de relativité. Et le principe de relativité de la théorie des mesures incomplètes dit que je dois pouvoir faire de la mesure avec n'importe quel instrument de mesure, y compris un instrument qui n'a pas fini de faire sa mesure. Un voltmètre qui est cassé, si je regarde une scène à travers des lunettes qui sont floues, si j'ai un télescope qui n'est pas en train de pointer dans la bonne direction. Tous ces scénarios-là ne correspondent pas à un scénario où l'univers est cassé. Si le voltmètre est cassé, l'univers, lui, il continue à fonctionner. Donc la physique continue à être vraie. Les lois de la physique doivent s'appliquer au voltmètre cassé. Et je dois pouvoir mettre d'accord un physicien qui utilise un voltmètre cassé et un physicien qui utilise un voltmètre qui marche. Alors comment faire ça? Eh bien, quand j'ai un voltmètre cassé, du coup j'ai une incertitude sur la mesure que je suis en train de faire, qui est plus grande. Et on introduit donc là une notion d'incertitude qui au départ avait émergé en mécanique quantique. Donc là vous comprenez un petit peu comment est-ce qu'on va rejoindre la mécanique quantique via cette notion d'incertitude, mais y compris au niveau classique. Et c'est ça qui va me permettre de vous raconter la mécanique quantique différemment, parce que je vais pouvoir la raconter au niveau macroscopique, sans faire appel à des choses mystérieuses. Alors ça, c'est important parce que
le nom même de la chaîne, la science étonnante, part du principe que la science, c'est bizarre, que c'est étrange. Il y a une espèce de pensée magique, tais-toi et calcule. Les équations ont raison, et même si mon intuition me dit le contraire, ben les équations me disent la vérité. Et ça, c'est assez dangereux, parce qu'on peut tout à fait, conceptuellement, décrire des choses qui n'existent pas. Je peux vous parler d'un dragon vert. Et si je vous parle d'un dragon vert, vous allez probablement imaginer une espèce de reptile écailleux avec des ailes qui est capable de voler et qui est de couleur verte. Mais ce dragon, il n'existe pas. Donc je suis capable de décrire quelque chose qui n'existe pas. En physique, c'est pareil. Je suis tout à fait capable d'écrire des équations qui décrivent quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc, pour éviter ça, on va essayer de reculer un petit peu et de se focaliser véritablement sur des observations intuitives et de faire une vérification intuitive de ce qu'on est en train de raconter. Donc, pour résumer, la théorie des mesures incomplètes se focalise sur les mesures et introduit un principe de relativité étendu qui dit que je dois pouvoir faire de la physique avec n'importe quel appareil de mesure, dont je déduis le fait que du coup je vais devoir introduire des incertitudes et des probabilités dans le traitement que je fais de la physique. Alors si je reviens à la présentation de la mécanique quantique qui est faite par la chaîne La Science Étonnante, donc vous avez à nouveau le lien dans la description de cette vidéo. Ils parlent notamment d'un système à deux états. Le système qu'ils ont choisi, c'est un photon qui peut avoir une polarisation gauche ou une polarisation droite. Et je suis tout à fait d'accord avec la présentation qui est faite de ce système, elle est correcte et elle correspond à ce que dit la mécanique quantique. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand ils expliquent que les propriétés d'un système dit en état superposé, dans lequel je fais des mesures à la fin qui peuvent être gauche ou droite alors que l'état du système au départ était le même, que ça, c'est spécifique à la mécanique quantique. Ce qu'ils affirment, c'est que je ne peux pas créer en mécanique classique de système dans lequel je ne peux pas prédire le résultat de la mesure. Et ça me paraît faux. Par exemple, nous connaissons tous le jeu de pile ou face. Ce jeu de pile ou face a lui aussi deux états de mesure possibles, pile ou face. Mais je peux créer des systèmes dans lesquels je ne peux pas prédire le résultat de la mesure suivante. C'est ce qu'on fait quand on jette une pièce à pile ou face. Les mécaniciens quantiques, et la chaîne La Science Étonnante en particulier, objectent « Ah mais c'est pas pareil, parce qu'en mécanique classique, je pourrais mesurer la position de la pièce avec précision, etc. » Oui, mais justement, l'intérêt de l'état dans lequel je ne sais pas si je vais avoir pile ou face, c'est que je n'ai pas fait cette mesure. Et que peut-être je ne peux pas la faire, peut-être que quelqu'un d'autre lance la pièce pour moi. Donc je peux créer des états comme ça, qui de mon point de vue de physicien sont identiques, c'est la même personne qui lance la pièce avec la même technique de lancer, etc. Et qui pourtant ne me permettent pas de prévoir le résultat de la mesure. Ce que j'affirme, c'est que la modélisation mathématique est la même, quelle que soit la source d'incertitude. Toutes les sources d'incertitude se valent. Et donc, je peux modéliser, je peux utiliser les outils de la mécanique quantique pour modéliser une pièce de monnaie sans m'intéresser de savoir si je pourrais peut-être affiner la mesure d'une autre façon. Ce qui importe, c'est que quand je ne sais pas, et que je suis quand même capable de faire des prédictions quantitatives, statistiques. Alors, cette espèce de confusion qui a été introduite en essayant de dire que la mécanique quantique était différente de la mécanique classique, eh bien, c'est entretenu notamment parce qu'il y a une ambiguïté sur la notion d'état. Et que les vidéos de présentation, si vous les regardez après cette vidéo, vous verrez qu'elles ont tendance à faire une confusion entre deux sens du mot état. Quand on dit que le système a deux états, gauche et droite, on est en train de parler là du résultat d'une mesure. On est en train de parler des mesures possibles. Mais quand on est en train de préparer un système qui va pouvoir donner soit gauche, soit droite, on est en train de parler d'un système dans son ensemble et pas du résultat des mesures. On est en train de parler du système qui génère ces mesures et ce n'est pas la même chose. L'état du système et le résultat de la mesure sont des choses qui sont soigneusement séparées dans le cas de la théorie des mesures incomplètes. Et ça résout en grande partie un problème qui est connu comme l'effondrement du paquet d'ondes en mécanique quantique.
Alors, comment est-ce qu'on va représenter ça dans la théorie des mesures incomplètes? Eh bien, on va simplement compter les états donnant une mesure ou une autre. Ça s'appelle un probavecteur. Un probavecteur, c'est simplement un compte du nombre d'états piles et du nombre d'états faces. Du fait que je compte le nombre d'états piles et le nombre d'états faces, j'ai une information supplémentaire dans la taille d'un probavecteur, qui est le nombre d'expériences que j'ai fait. Si par exemple, j'ai 52 piles et 48 faces, je sais que j'ai fait 100 lancers au total, et donc que la précision de l'information que j'ai est de l'ordre de 1/100. C'est très différent d'avoir lancé 1 million piles, 1 million faces. J'ai une information beaucoup plus précise dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, la loi des grands nombres, elle s'applique à des grands nombres. Et lorsque je dis par exemple qu'un jet de pile ou face me donne 50-50, c'est une simplification, c'est un lissage. En réalité, si je jette 100 pile ou face, je n'aurai jamais exactement 50-50, ou pratiquement jamais. En général, j'aurai par exemple 48-52. Et si j'ai pas de chance, j'aurai 30-70. Et ça veut dire que la loi des grands nombres, le 50-50 parfait, c'est une modélisation, c'est un lissage, c'est un modèle idéalisé d'une réalité qui, quand je fais l'expérience, me donnera très très rarement exactement 50-50. Alors, on peut voir ça avec une expérience de mécanique quantique complètement classique qui s'appelle les fentes de Thomas Young. Donc cette expérience a démontré la nature ondulatoire de la lumière. En quoi ça consiste? Eh bien, vous pouvez le faire en fait chez vous avec une pièce de carton dans laquelle vous faites deux fentes très fines et très proches l'une de l'autre et vous illuminez ça avec une lumière cohérente comme un laser. Et donc, à cause du fait que les fentes sont très fines, vous allez avoir un phénomène de diffraction et parce qu'elles sont très proches, vous allez avoir une interférence entre les deux sources dérivées donc derrière les deux fentes et vous allez donc avoir des phénomènes d'interférence. Donc ça a démontré, ces interférences ont démontré la nature ondulatoire de la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait maintenant faire cette expérience avec un photon à la fois. On peut faire un laser qui émet pratiquement un photon à la fois. Et si on met par exemple une plaque photographie derrière, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un photon qui apparaît, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est seulement l'accumulation des photons qui va vous donner les franges d'interférence. Autrement dit, la position d'un photon individuel, elle est aléatoire. C'est seulement l'accumulation de ces positions qui va vous donner les franges d'interférence. C'est donc l'accumulation et seulement l'accumulation qui vous donne la fonction d'onde. La fonction d'onde du photon dans ce système. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que la fonction d'onde, les franges d'interférence que j'obtiens, je ne les obtiens que si j'ai ce système avec ces deux fentes, etc. Si je fais un gros trou au milieu et que je laisse juste passer le rayon laser, mon rayon laser il va tout droit et ça fait un point, une tache au bout. Et donc la position des photons dans ce cas-là est complètement déterministe. Donc je peux en déduire sans aucun doute que la fonction d'onde n'est pas la fonction d'onde du photon, mais d'un système dans lequel se trouvent mes photons. C'est la position des fentes qui détermine la fonction d'onde. Alors pourquoi est-ce que c'est important ça? Eh bien parce qu'en fait, dans le cas de la mécanique quantique, la fonction d'onde, elle est déterminée, c'est une fonction mathématique. Elle est calculée sur des nombres réels et on dit que le carré de l'amplitude de la fonction d'onde vous donne la probabilité de présence d'un photon. Dans le cas de la théorie des mesures incomplètes, on va à la place de ça avoir un probavecteur qui va me donner où sont tombés les photons. Et ce probavecteur lui-même ne va pas être continu, il va correspondre au comptage de photons en chaque point. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Ben ça, je peux vous le prouver avec le smartphone avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Vous voyez ici, par exemple, un t-shirt qui est blanc, et un visage qui est un petit peu plus foncé, et puis là, vous voyez du noir à l'endroit où il y a ma montre. Ça veut dire que le capteur qui est à peu près par là, dans mon téléphone, il enregistre en réalité une probabilité de présence des photons. Il y a plus de photons là où c'est blanc et moins de photons là où c'est noir. Et cet enregistrement numérique d'une probabilité de présence est donc un équivalent numérique quasiment exact
et très précis de la fonction d'onde des photons qui sont en train d'arriver ici. Inversement, sur votre écran, vous voyez une image qui correspond à du blanc à cet endroit-là et du noir à cet endroit-là. Et donc, l'enregistrement numérique, par le biais de l'écran, contrôle précisément la probabilité de présence des photons à proximité de votre écran. Donc on est bien sur quelque chose qui est un équivalent fonctionnel de la fonction d'onde. Le probavecteur qui est représenté par le comptage des photons sur chaque photosite et puis par le comptage des photons émis par chaque pixel, eh bien, est équivalent à la fonction d'onde d'un point de vue fonctionnel. Et pourtant, il y a une grosse différence. Et cette différence, je vais l'illustrer avec une citation de Brian Greene. Alors, elle se trouve page 185 dans mon livre. Donc, vous voyez, c'est ici, c'est cette page-là. Et Brian Greene, en fait, dans un livre qui s'appelle The Fabric of the Cosmos, en anglais, la fabrique du cosmos, je crois en français, dit, je vous traduis, néanmoins, pour autant que la fonction d'onde définisse une probabilité dans la galaxie d'Andromède qui ne soit pas exactement 0, même si cette valeur est extrêmement faible, il y a une chance petite, mais existante, non zéro, que l'électron, il parle d'un électron et pas d'un photon, que l'électron puisse être trouvé à cet endroit. Et là, je pense qu'on est en train de parler d'un dragon vert. On est en train de parler de définir la position d'un photon dans la galaxie d'Andromède. Mais où se trouve le capteur qui va vous permettre de faire ça? Si je suis en train de mesurer des photons sur l'écran, je peux définir la position des photons qui correspondent à mes yeux, des photons qui correspondent à ma bouche, etc. La position est bien définie, ça correspond à des pixels mesurés à la résolution de mon capteur et affichés à la résolution de votre écran. Ça a un sens mathématique précis. Je peux dire exactement ce qui se passe dans mon probavecteur. Et je peux avoir une fonction d'onde de la même façon qui va faire des prédictions dans le cadre du rectangle qui correspond à l'écran. Mais si je sors de l'écran, si j'ai émis un photon et que je ne le capte pas, je peux à la rigueur dire il n'est pas tombé sur le capteur. Mais je ne peux pas lui donner une position. C'est un non-sens de dire qu'il a une position précise et que je peux parler de la position du photon dans la galaxie d'Andromède ou de sa probabilité qu'il soit là. Je peux juste parler de la probabilité qu'il n'ait pas touché le capteur. Donc ça, c'est vraiment une différence très importante par rapport à la mécanique quantique et qui, je pense, est en l'occurrence à l'avantage de la théorie des mesures incomplètes. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la physique, ça parle de mesures. Et c'est vrai pour la mécanique quantique aussi. Que ces mesures, elles sont faites pour être idéalisées, pour être incomplètes. En fait, elles sont incomplètes exprès. Un voltmètre ne doit pas mesurer la température de la pièce ou ne doit pas... Donc, je ne mesure pas l'intégralité de l'état de mon système. Je mesure quelque chose de particulier. Ça me permet de faire des prédictions qui sont quantifiables. J'ai introduit une symétrie, c'est comme ma symétrie sphérique, etc. J'ai introduit artificiellement des symétries dans mon système. Je peux les introduire en perçant des trous dans une fente en carton et ça va faire des systèmes d'interférence, ou au contraire en faisant un seul trou et donc j'aurai une tache. Je peux introduire une symétrie en ne prenant que le pile dans un jeu de pile ou face, ou au contraire en lançant des pièces et en ayant comme résultat pile ou face à 50-50. Dans tous les cas, j'ai créé un système et c'est ce système qui va définir le type de mesure que je vais obtenir. Et ça, la mécanique quantique est le premier outil qu'on a inventé qui permettait de faire ça. C'était le premier outil qui nous permettait de prédire quantitativement les résultats de mesures sans avoir à connaître les résultats des mesures individuelles, sans que le système dans son ensemble soit déterministe. Voilà, j'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu mieux ce que dit la mécanique quantique, de réaliser que ce n'est pas si mystérieux que ça et qu'on peut le faire, qu'on a des phénomènes équivalents à échelle humaine. Et j'illustrerai un peu plus ces histoires de dragons et de possibilités de se tromper en ne considérant que l'aspect mathématique avec le chat de Schrödinger dans une prochaine vidéo.